Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, vous le savez, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Patrice. Ça va? Très bien. Allez, on y va, le sommaire de cette émission, Le Mac qui vous emmène aujourd'hui en voyage. On pose nos valises aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, près de Nantes, ou encore des Sables-d'Olonne, ville au fort patrimoine naturel et culturel. On s'intéresse aux défis et aux réussites éducatives de la cité vendéenne dans un instant avec Monsieur le maire. La lecture s'invite dans les cartables des élèves, et cela pendant les vacances. On parlera de cet été, je lis, opération nationale pour encourager tous les élèves à lire chaque jour selon leurs envies et leur rythme également. Il y aura une loupe. Et je vous parle de petits chanceux des Vendéens qui ont pu s'initier aux arts du cirque. On va ça dans une quinzaine de minutes. C'est parti. Bonjour Luc Bouard. Bonjour. Bonjour Monsieur le maire, maire de La Roche-sur-Yon depuis 2014. 2014, ça fait 11 ans. Félicitations Monsieur le maire. Un parcours pour le moins atypique qui n'a pas toujours été rythmé par la politique, si j'ai bien compris. Non. Et plusieurs vies. Absolument C'est ça? J'ai eu plusieurs vies. Ouais. Oui. Dans l'agriculture, les assurances. Agriculteur, tout d'abord, pendant 10 ans, exploitant agricole, ensuite assureur, et puis j'ai fini par m'orienter vers la politique. Et quel est le lien, d'après vous, entre ces différentes carrières, ces différentes vies? L'engagement. L'engagement, j'ai des parents qui étaient très engagés dans le milieu associatif, le milieu rural, puisque mes parents étaient agriculteurs, et qui nous ont appris tout petit qu'il fallait prendre les choses à son compte et qu'il fallait s'engager. Et donc je me suis engagé en tant qu'agriculteur. J'étais à l'époque vice-président des jeunes agriculteurs, ça remonte loin. Ensuite, j'étais assureur en me promettant de ne plus jamais prendre de responsabilité. Et puis je fus président des agents généraux du groupe AXA pour la région, les 22 départements de la région Ouest, puis vice-président national. Les responsabilités vont rattraper à chaque fois. En fait, voilà, c'est les grandes gueules sans doute qui font qu'on a besoin de porte-parole. Voilà. Quelle est la singularité de La Roche-sur-Yon pour ceux qui ne sont jamais allés? Alors, c'est une ville assez singulière parce que c'est une ville adolescente en fait. Elle a 220 ans, 221 ans, ce qui à l'échelle d'une ville est en pleine adolescence. C'est pas tout à fait vrai. En fait, elle est beaucoup plus âgée que ça, mais elle n'a vécu qu'en tant que bourgade, jusqu'à temps que Napoléon décide de placer la préfecture de la Vendée, la capitale vendéenne, au centre du département. C'est un département qui s'est soulevé au moment de la contre-révolution, qui a perdu la moitié de sa population, 300 000 morts, et Napoléon voulait que ça se calme. Voilà. Et donc, il a mis la préfecture au milieu du département en disant, voilà, je suis à une journée de cheval de n'importe où dans le département. Donc il faut rester tranquille. Et en matière d'éducation, donc, quelles sont vos priorités? Alors, nos priorités, d'abord, c'est plusieurs ordres. Quand on est maire d'une commune de 56 000 habitants, la première des priorités, c'est gérer le patrimoine, puisque c'est directement de notre responsabilité. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est des montants colossaux pour des budgets comme les nôtres. Ça, c'est la priorité évidente. Puis ensuite, quand vous dites budget comme les nôtres, c'est quoi votre budget, monsieur le maire? Le budget de la ville, c'est quand on met pour la ville investissement et fonctionnement, on est à 190 millions, 200 millions, pas très loin des 200 millions d'euros, ville et agglomération, pardon. En fait, sur ces montants-là, il faut consacrer beaucoup d'argent au patrimoine. Ensuite, ce qui nous revient ensuite, c'est le PEDT, c'est-à-dire le plan d'éducation, sur l'ensemble du territoire de la ville. Que vous avez réédité l'année dernière. On devrait aussi élargir à l'ensemble de l'agglomération, se donner des priorités, gérer le périscolaire, gérer les cantines, gérer en fait tout ce qui n'est pas directement l'enseignement. Et la rénovation du bâti aussi? La rénovation du bâti. Vous en êtes où à La Roche-sur-Yon? Nous avons construit une école complète qui a été inaugurée il y a 8 ans, 7 ans maintenant. On avait une école qui, parmi les 13 sites scolaires, on en avait une qui était en très mauvais état. Donc il a fallu la déconstruire et reconstruire. Là, c'est 10 millions d'euros. Vous comptez 1 million par classe à peu près, c'est assez facile à calculer. Puis ensuite, c'est des rénovations, alors soit complètes, soit partielles. Parce qu'il y a combien d'établissements à La Roche-sur-Yon? Nous avons 56 000 habitants. Et en fait, il y a un peu plus de 60 000 résidents, puisqu'il y a tous les étudiants qui sont là. Et nous avons 8 400 étudiants à La Roche-sur-Yon. 385 maternelles, 940 élémentaires, 5 groupes scolaires sous priorité éducative.
Voilà. J'ai mes antisèches. C'est la partie... 50 ATSEM, 120 animateurs, C'est ça. 70 agents de restauration. On prévient effectivement là aussi. Comment on dynamise, je sais que vous y êtes très attaché, le tissu associatif et partenarial? Alors, le tissu associatif, on est dans un département qui est déjà très porteur d'associations. Et ça s'amplifie encore sur la capitale vendéenne. Nous avons un peu plus de 2000 associations à La Roche-sur-Yon. Toutes ne sont pas spécifiquement lyonnaises, puisqu'il y a toutes celles qui sont du département et qui sont domiciliées à La Roche-sur-Yon. On va dire qu'il y a un gros millier d'associations à La Roche-sur-Yon sur tous les domaines. Et puis, il y a en Vendée cette espèce de tissu de partenaires qui fait qu'on est vraiment solidaires les uns des autres, que ce soit dans le monde économique, que ce soit dans le monde, j'allais dire, culturel ou sportif. On a toujours des moyens de travailler ensemble. Et si on ne les a pas, on se les crée. Parce que, en fait, on cherche les solutions nous-mêmes avant de les chercher à l'extérieur. Et justement, qu'est-ce qui fait la spécificité de La Roche-sur-Yon en termes d'offres sportives? Alors, en fait, nous avons, sur 56 000 habitants, nous avons aujourd'hui 18 000 licenciés. Ce qui, vous vous rendez compte, c'est énorme sur le nombre, en pourcentage sur le nombre d'habitants. Nous avons 78 ou 19 disciplines sportives, ce qui aussi est extrêmement important. Nous avons une équipe de basket féminine qui est en Ligue 1 et qui était menacée de relégation. Je vous le dis, je viens de l'apprendre ce matin. Elle reste une bonne nouvelle. En Ligue 1. Nous avons une équipe de Rinc hockey. Alors tout le monde ne connaît pas le Rinc hockey, puisque le Rinc hockey, c'est un sport plutôt sur la péninsule hispanique et sur tous les pays qui ont travaillé avec eux. Et nous sommes champions de France 13 fois, vainqueurs de la Coupe de France à 9 reprises. On joue Pardon, monsieur le maire, contre le Barça. C'est énorme. Ah oui, ça a l'air énorme, effectivement. Mais ça ressemble à quoi? C'est du patin à roulettes. D'accord. En fait, c'est comme du hockey sur glace. Ah, j'ai vu. Avec une boule à la. Il y a ça en Espagne, au Portugal, j'ai vu. Ouais, d'accord. Voilà. Et ça se joue avec des crosses de la même manière. Par contre, c'est des patins, non pas en ligne, mais les patins traditionnels. Voilà. Et ça met une ambiance du tonnerre. Ça va extrêmement vite. C'est un cardio de fou pour faire ce sport-là. Et ils sont. C'est passionnant parce que ce sont des grandes familles. Chaque club, en fait, est une grande famille. Et ça fait pleinement partie de l'éducation. C'est-à-dire que n'importe quel Vendéen qui se respecte, il connaît ce sport. Les Lyonnais, oui. Déjà, quand on va un peu plus loin... Donc tous les enfants s'y sont initiés au moins une fois? Ils ne sont pas tous initiés, ils ont tous la possibilité de l'être. Puisque le quartier où est la salle du Rinc hockey est juste à côté la salle est juste à côté de l'école. Et donc, les gamins, bien évidemment, vont participer à ça. Donc ils apprennent tous à patiner au final. Ils essayent de patiner. C'est moins cher que la patinoire, parce que c'est vrai que la dimension énergétique... Nous avons aussi la patinoire. Oui. C'est pas tout à fait le même équipement. Comment on fait pour marcher véritablement sur ces deux pieds? Donc il y a bien sûr la dimension sportive dont parlait Alix, effectivement, et elle est conséquente chez vous, et la dimension culturelle, voire même naturelle chez vous, parce que vous avez un fort patrimoine naturel. En fait, la question ne se pose même pas quand l'un va tellement avec l'autre. C'est-à-dire que la culture sans le sport, ça n'a pas grand sens, et le sport sans la culture non plus. En fait, un esprit, enfin je ne vais pas reprendre les poncifs, mais un esprit bien éclairé dans un corps bien fait, c'est essentiel. Et on a cette chance-là à La Roche d'avoir un monde culturel aussi extrêmement dynamique. Une salle de musique actuelle, nous avons une scène nationale, nous avons un cinéma qu'on vient juste de terminer d'art et essai. Nous engageons à construire des salles pour la danse. Nous avons énormément de danseurs à La Roche-sur-Yon. C'est pas avec la fête de la musique. Le festival. La fête de la musique, c'est quelque chose chez vous. Ça arrive bientôt. C'est dans les jours qui viennent. Et tout ça avec un théâtre municipal qui reçoit aussi tout le théâtre amateur de La Roche-sur-Yon avec d'énormes engagements à ce niveau-là. Et vous menez, on parlait de la naturalité, vous menez des initiatives pour sensibiliser les jeunes aux enjeux climatiques à l'échelle de la ville? Nous avons énormément bossé là-dessus sur les 10 années qui viennent de passer. En fait, moi je suis un paysan. Je suis fier de l'être, je le revendique. Et la nature fait partie de nous tous. Quoi que l'on fasse, en fait, il y a forcément une conséquence sur la nature.
Alors, elles sont bonnes, elles sont mauvaises, elles sont acceptables ou non en fonction de ce que l'on désire faire. J'ai voulu, dès le premier mandat, avoir nommé ma première adjointe comme adjointe à tout ce qui est transition écologique, tout ce qui est lié à la nature. Et donc, toutes les décisions que nous prenons passent sous les fourches codines de ma première adjointe, qui a la même responsabilité à l'agglomération. Nous avons lancé, par exemple, il y a 5 ans, un plan 100 000 arbres. Nous venions de passer la barre des 100 000 habitants, et donc 100 000 arbres pour 6 ans. En fait, on a dépassé, puisqu'on est déjà, au bout de 5 ans, à 102 000 arbres plantés sur l'agglomération. Et vos cours de récréation sont végétalisés aussi. Et donc, nous sommes en cours de végétalisation des cours d'école. Vous savez, moi, quand j'étais gamin, dans les cours d'école, elles étaient avec une espèce de sable gravier, il y avait des grands acacias, il y avait des arbres dans toutes les cours d'école. Et puis dans les années 80, 90, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a enlevé tout ça et on a bitumé tout ça. Alors peut-être que les parents râlaient parce que les genoux étaient, les vêtements étaient bien égratignés, les genoux étaient, ouais. Mais en fait, on est en train de redécouvrir ce qu'on avait dans les années, moi, je suis né en 61, donc je vous laisse imaginer les années dont je parle, mais on a oublié cela, et donc on est en train d'y revenir. Alors on y revient avec les méthodes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on fait travailler les élèves, on fait travailler les parents d'élèves, et les profs, évidemment, les instituts, pour voir comment on peut aménager nos cours d'école. La première a été livrée cette année, là, puisque on l'a travaillé pendant l'été dernier, avec des pelouses, avec des zones humides, avec du mobilier que nous avons fabriqué à partir des arbres que nous avons tombés soit parce qu'ils étaient morts, soit pour faire autre chose. Et donc on a scié avec notre propre matériel et qui désormais font du mobilier adapté pour les enfants. Et les élèves, ils ont exprimé des souhaits en particulier ? Alors eux veulent de la pelouse, ils veulent des terrains de foot toujours. Garçons, filles, tout le monde va à un terrain de foot parce que c'est le seul moyen pour courir sur ce truc. Alors, nous avons une équipe de foot qui jouait encore récemment en féminine en première division. Donc ça explique aussi un peu cela. Oui, mais on connaît aussi la problématique de ceux qui accaparent la cour de récréation parce qu'ils jouent au foot. Eh bien, c'est pour ça justement qu'il faut faire vivre tout le monde ensemble. L'école que l'on a faite, il y a la place il y a une cour immense, donc le problème ne se pose pas. Sur d'autres cours, je pense à Jean Roy en plein cœur de ville, c'est pas du tout la même chose. Ce sont des cours de poche, puisque c'est vraiment des écoles de centre-ville. Donc il faut adapter. On met des copeaux, on met des jeux sur copeaux, on met des endroits on a planté des arbres, on a planté sur une école assez restreinte, on a planté 12 arbres pour pouvoir bien avoir de l'ombre ces jours-ci, par exemple. C'est l'heure de la loupe. Vous restez avec nous, monsieur le maire, bien évidemment. La loupe, c'est avec Alix. Et aujourd'hui, Alix, on se concentre sur ces élèves de La Roche-sur-Yon qui ont eu la chance de plonger dans l'univers du cirque. Mais oui, pendant 3 jours, une classe de 6e du collège Saint-Louis de La Roche-sur-Yon a découvert les arts du cirque. Tout s'est passé sous le chapiteau du cirque Micheletti, basé à la Chaise-le-Vicomte, en Vendée. Les 28 élèves se sont initiés à plusieurs disciplines: trapèze, fil de fer, équilibre sur grosse boule, jonglerie, diabolo ou encore anneau aérien. L'objectif était de monter un spectacle présenté à leurs proches en fin de stage. Les ateliers étaient encadrés par les membres de la famille Micheletti, des artistes professionnels qui, depuis 15 ans, transmettent leur savoir-faire aux scolaires du territoire. Pour les élèves, ces 3 jours ont été l'occasion de découvrir non seulement une pratique physique exigeante, mais aussi de gagner en confiance, d'apprendre à gérer le trac ou même à surmonter le vertige. On regarde ce que ça a donné en images. Allez. La première journée, ils essayent tout, vraiment. On tourne sur tous les ateliers, donc on a du trapèze, de l'aérien, de l'équipe sur boule, fil, jonglerie. Et une fois qu'ils ont tout essayé, ils choisissent la discipline qu'ils veulent faire en spectacle, car le vendredi soir, ils ont un spectacle devant leur famille.
Il y a deux groupes, un groupe avec la double échelle et un groupe avec le trapèze. Je suis pas très douée en diabolo, mais j'aime bien le lancer. Là. Et l'échelle, j'aime bien parce que je suis en binôme avec. C'est pas seulement les tenir sur la boule ou pas, c'est aussi leur donner confiance en eux, les faire surmonter leurs peurs, les rendre plus à l'aise, les aider à être moins timides et à se découvrir aussi. Monsieur le maire, ces projets pédagogiques qui sortent du cadre scolaire, c'est déterminant, c'est important pour vous? C'est extrêmement important. Les enfants ne vivent pas dans un milieu fermé ou dans deux milieux fermés. L'un qui est l'école, l'autre la famille. Il y a aussi tout ce qui est autour et de savoir comment se comporter dans le reste de la vie de la cité, c'est extrêmement important. On le voit ici, ils découvrent des choses. Alors, c'est ludique, c'est agréable et puis ça éveille l'esprit. C'est quoi le cirque? Pourquoi le cirque? Qu'est-ce qu'on y fait? Ça lie, pour le coup, le sport et la culture. Je pense que tout ce qui nous permet de sortir les enfants du milieu propre de l'éducation et de les emmener sur le terrain, découvrir d'autres activités, je pense que c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Et comment vous faites pour atteindre ceux qui sont le plus éloignés de cette offre culturelle? Alors, chez les enfants, c'est peut-être moins compliqué parce que tant qu'ils sont à l'école, on a les moyens de leur faire découvrir le théâtre, via l'école. La salle de musique actuelle. Ils adorent. C'est une salle que nous avons construite, qu'on appelait le KM, qu'on a inauguré il y aura bientôt 2 ans, et qu'ils adorent découvrir, les artistes aussi, d'ailleurs. C'est plus facile. En fait, on trouve le souci, c'est à l'adolescence. C'est cette césure qui se fait à l'adolescence où on n'a plus envie de grand-chose, on ne sait pas encore de quoi on aura envie plus tard. Oui. Et en fait, notre travail, en particulier avec les maisons de quartier, doit s'appuyer sur l'adolescence, ce que l'on fait à l'adolescence. Est-ce que vous êtes interpellé parfois par les enfants, on imagine, mais par les parents? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ce qu'ils attendent, les parents, vous savez, c'est... Ils nous confient à l'éducation nationale, mais à travers nous, leurs enfants, pendant la plupart du temps de la journée, ils demandent, à ce qu'ils soient en sécurité. C'est devenu quelque chose d'extrêmement important, quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup il y a encore 5-6 ans et qui est de plus en plus important. Ils veulent qu'ils mangent correctement, des produits le plus frais possible et les plus naturels possible. Et puis, ils veulent qu'il y ait de l'ouverture sur le monde. Et c'est ce qu'on essaye de leur proposer. Nous avons insisté aussi sur le passeport du civisme, c'est-à-dire... C'est quoi le civisme? C'est quoi l'éducation civique telle qu'elle est pratiquée? C'est quoi l'enfant dans la société? C'est quoi la République? C'est quoi leur place dans la République? Ils ont certes des droits et on se bat beaucoup pour le droit des enfants, mais ils ont aussi des devoirs. Il faut aussi leur dire ce que la République est en droit d'attendre de ses enfants. Et le passeport du civisme a ça d'assez intéressant, c'est de les fédérer et de prendre le temps de leur expliquer ce qu'est la République. Et la ville met des choses en œuvre au sujet du harcèlement, justement? Alors, au niveau du harcèlement scolaire, ça existe à travers les programmes scolaires. Oui. Nous avons mis plutôt pour le harcèlement de rue, le dispositif Angela. Je ne sais pas si vous connaissez. On peut peut-être faire un point. Alors, le dispositif Angela, c'est avec les commerçants ou tout ce qui a pignon sur rue, ça peut être aussi, c'est les commerces, ça peut être aussi les services, ça peut être aussi nos bâtiments de collectivité qui ont un autocollant Angela et qui permet pour les femmes ou les hommes qui se sentent harcelés dans la rue de rentrer immédiatement dans ces magasins pour expliquer ce qui se passe et se mettre en sécurité. Les commerçants, ceux qui gèrent ça sont formés aussi et appellent immédiatement la police municipale ou essaye de voir comment ça peut se passer. On l'a mis en place il y a déjà
presque un an, je crois. Il n'y a pas énormément de demandes, mais ça rassure beaucoup des jeunes femmes qui peuvent être dans la rue, parce que c'est souvent la cible quand même, qui peuvent être dans la rue et qui sont en crainte dans la rue. Et c'est-à-dire, ça peut être une piste de réflexion, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question comment sécuriser les élèves aussi bien au sein de l'établissement qu'en dehors de l'établissement. J'imagine que c'est là peut-être que... Ça peut avoir une variante d'Angela pour... Aussi, évidemment, évidemment pour les plus jeunes, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge sur ce sujet-là. C'est un dispositif qui passe très bien, et je pense qu'il passe aussi dans les classes, qu'ils sont prévenus de tout ça. Le niveau de lecture fait partie des compétences de la ville. Et c'est aussi le cas, bien sûr, de La Roche-sur-Yon. Vous avez participé, du coup, au lancement, un petit peu de... Pas l'inauguration, mais au lancement de l'opération Cet été, je lis, avec des élèves qui donc vont partir en vacances, ou seront tout du moins en tout cas en vacances, avec un livre dans leur cartable, au moins avec une version abrégée évidemment de l'Odyssée. De l'Odyssée. Oui. Donc vous me confirmez, c'est une version adaptée, quoi. Une version. Je me suis dit là, pour l'opération. Il y a de quoi les dégoûter sinon. Adapté, mais c'est formidable en fait. C'est formidable. Nous avons remis ça, j'étais aux côtés de la rectrice d'académie quand elle l'a remis aux élèves avec la directrice d'académie du département. À l'école élémentaire de l'AENEC. L'AENEC, sur les CM2, et c'était passionnant en fait. On voyait des enfants qui étaient extrêmement intéressés parce qu'on leur remettait. Alors je pense que évidemment la professeure avait fait le nécessaire, j'imagine, mais de les amener à ce qui va être dans quelques mois leur quotidien avec la mythologie, je pense que c'est une excellente démarche. Moi, je leur expliquais qu'en fait, la mythologie, c'est quelque chose de génial parce que c'est le moyen de s'évader pendant les cours. Oui, ça fascine. C'est génial. On lit, on s'instruit, puis on s'évade, on rêve. Les dieux grecs étaient quand même assez coquins et assez rigolos pour que ça laisse l'esprit vagabonder pour les enfants. Je pense que c'est une très bonne chose que d'amener nos enfants à lire. On est tous accros de nos portables, on y passe un temps fou. Décrocher des portables et pour pouvoir lire, je pense que c'est assez exceptionnel et il faut les former vraiment. Mais c'est une très bonne initiative. Il y a un véritable besoin. Vous constatez ces dernières années une évolution et pas forcément bonne sur le niveau de lecture des élèves? On le voit tous, on le voit chez les élèves, on le voit pour nous. Chez les élèves, évidemment, combien de fois vous croisez quelqu'un avec une poussette dans la rue et le gamin, dans sa poussette, a une tablette ou un téléphone. À l'âge, il ne sait pas lire encore. Par contre, il sait très bien scroller, il sait très bien... c'est déjà faire le code des parents, tu sais. C'est terrible. Enfin, c'est terrible de ne pas pouvoir aller chercher ce savoir, cette façon d'être que la lecture. Et oui, les professeurs des écoles nous le disent, quand ils voient les enfants arriver, l'apprentissage de la lecture est plus compliqué. Parce que les codes aussi ne sont pas les mêmes quand vous êtes sur un téléphone qu'avec un livre. Et donc il faut prendre tout ça, il faut prendre le temps de tout ça. Et je pense que c'est une excellente initiative. Et vous accompagnez, un point de vue plus positif du numérique, vous accompagnez les enseignants et les établissements sur l'intégration du numérique dans les classes? Nous avons équipé toutes les classes désormais des tableaux numériques, des tableaux intelligents, des tableaux connectés. On a fait ça au fur et à mesure, parce que c'est pareil, ça coûte beaucoup d'argent au final. Et c'est génial. Alors, c'est tout le problème du numérique, désormais de l'intelligence artificielle. Ce sont des outils absolument extraordinaires. Encore faut-il qu'on en ait un usage raisonné et modéré. Et c'est vrai que quand je vois les professeurs des écoles qui nous font les démonstrations sur les tableaux, ils projettent une carte, ils peuvent interagir sur les cartes et tout ça, c'est absolument passionnant et c'est tellement innovant. Enfin, ça ne l'est plus, mais il y a 10 ans, c'était tellement surréaliste en fait de voir des choses comme ça. Monsieur le maire, on sait qu'il y a l'équation budgétaire en ce moment et il n'y a aucune ville, aucune commune qui sont épargnées. Vous avez le sentiment que vous allez devoir rogner sur certaines choses? On y pense en tant que maire et ça met une certaine pression finale. Évidemment. En fait, il faut repenser la façon de dépenser.
On est dans une quadrature du cercle parce que l'État se désengage et donc nous demande de nous engager plus. Nos bâtiments sont des passoires énergétiques. Il faut donc qu'on les rénove. Et vous prenez ça dans tous les sens. En fait, nous avons 10 000 raisons de plus de dépenser qu'il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Et les budgets, en fait, dans le meilleur des cas, stagnent, quelquefois diminuent. Donc il faut vraiment que l'on fasse attention. Il faut que l'on regarde où sont les dépenses. Et puis il ne faut pas se cantonner à la dépense immédiate. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses de long terme qui sont extrêmement coûteuses, mais qui, sur le long terme, sont de bonnes opérations de père de famille. Quand on rénove des bâtiments, quand on construit des bâtiments, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il y a une vraie raison de le faire, et que sur du long terme, on sait qu'on réalisera des économies. Tout ça, c'est un exercice compliqué, et c'est vrai que l'exercice budgétaire, la construction de l'exercice budgétaire de fin 2024 a été un exercice qui était assez désagréable par rapport à tous ceux aux 11 précédents qu'on a pu réaliser. Vous avez été confronté à des fermetures de classe? Nous avons des fermetures de classe, peu. On a quelques classes aussi qui ouvrent dans certains quartiers. En fait, ça fonctionne par quartier. Et vous avez des quartiers qui se sont tous construits. Vous savez, les quartiers se sont construits en même temps à La Roche-sur-Yon. Et donc, il y a des quartiers où le renouvellement des générations n'est pas fait encore. Et donc la population est vieillissante et on a des écoles qui ont du mal à remplir. Et dans d'autres quartiers, des écoles qui reçoivent énormément de jeunes. On a actuellement près de 2000 appartements qui sont en construction à La Roche-sur-Yon parce on a une vraie crise du logement, parce que les entreprises continuent de venir s'installer chez nous, on a une vraie dynamique économique. Il faut des salariés pour ça, il faut les loger. Et donc je pense que les cartes scolaires vont devoir se redessiner dans les années qui viennent. Alors oui, il y a des classes qui se ferment. C'est toujours très désagréable parce que c'est un déséquilibre qui se crée au sein des écoles. Parce que La Roche est attractive, vous êtes plutôt positif en termes de démographie, il me semble. On est positif en termes de démographie, mais on est à l'étal, voire négatif en termes de naissance. Merci, monsieur le maire. Merci. Bon, désolé, on a terminé sur une petite touche. Bon. Allez, on va essayer de remonter tout ça. Une petite touche plus positive. Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, maire depuis 2014 de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler effectivement de toute votre très belle ville qu'est La Roche-sur-Yon. Ma chère Alix, je te retrouve demain. À demain. Excellente journée en notre compagnie sur School TV. Ciao.